Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Chasse Patate, le podcast du groupe Eto qui décrypte l'actualité cycliste. Encore quelques jours à attendre avant le grand départ du Tour de France, la grande boucle 2025 qui s'élancera ce samedi de Lille avec un grand départ des Hauts-de-France, du département du Nord notamment avec première étape à Lille, on passera à Boulogne-sur-Mer, Dunkerque, puis on ira du côté de la Normandie, de la Bretagne, avant d'attaquer deuxième, troisième semaine les Pyrénées, puis les Alpes. Qu'est-ce qu'il peut se passer dans ce Tour de France après les 4 podiums successifs où l'on a eu sur les 2 premières places Tadej Pogačar et Jonas Vingegaard? 3 victoires pour le Slovène, 2 victoires pour le Danois. Qu'est-ce que l'on aura cette année? On va prendre le temps de regarder tout ça aujourd'hui dans ce podcast, avec également quelles espérances pour nos coureurs français, un point également sur les sprinters qui seront au départ également. On va voir ça avec nos 2 chroniqueurs du jour. Louis pour commencer, salut Louis. Salut Mathieu, salut tout le monde. Et on est aussi avec Hugo, salut Hugo. Salut Mathieu, salut tout le monde. Et bien voilà, vous avez le programme, attention au départ, chasse patate, c'est parti. Pour commencer, on va évoquer rapidement le parcours. Je l'ai dit en introduction, on a donc ce départ des Hauts-de-France avec une première étape qui devrait être pour sprinter. Départ et arrivée à Lille, ensuite Boulogne-sur-Mer, Dunkerque, puis direction passage en Normandie avec 2 étapes vallonnées et au milieu un contre-la-montre à Caen, puis la Bretagne par Mur de Bretagne. On va tirer très vite direction le Massif central pour l'étape du 14 juillet au Mont d'Or, puis deuxième semaine dans les Pyrénées, le Mont Ventoux au lendemain de la deuxième journée de repos et la troisième semaine dans les Alpes avec les arrivées au col de la Loze et à La Plagne. Et la dernière étape qui reviendra à Paris sur les Champs-Élysées avec un circuit inédit qui passera par Montmartre. Ce parcours, on l'avait analysé plus en détail en fin d'année dernière, on va pas revenir énormément en détail là-dessus. Je vous invite, si c'est pas fait, ou pour vous remettre les idées un petit peu au frais, ça fait pas de mal vu comment il fait chaud actuellement, je vous invite à aller écouter ou réécouter le podcast qu'on avait donc fait l'année dernière avec Titouan, Johan et Geoffrey. Aujourd'hui, on est avec Hugo et Louis. Petite question comme ça, sur ce parcours. À votre avis, là, à quelques jours du départ de ce Tour de France, quelle course peut donner le parcours qu'ont tracé les organisateurs du Tour de France? On a un parcours qui est assez répétitif en montagne avec beaucoup d'arrivées en col. Donc, j'allais dire, l'animation, ça risque d'être justement plus sur les étapes un peu punchy, comme celle qu'on a évoquée en Normandie, celle du 14 juillet qui est pour moi la plus intéressante, celle où on devrait avoir le plus de plaisir à suivre. Après, on aura quand même aussi cette particularité du circuit à Montmartre qui peut être intéressante avec toute la fatigue accumulée sur les 3 semaines. Donc, ça peut finir en beauté aussi. Donc toi, tu te concentres plus sur les étapes un peu pour puncher, baroudeur, plus que sur la montagne? Oui, je pense qu'il y aura peut-être un peu plus d'animation là-dessus, peut-être un peu plus de suspense, un peu moins de scénario écrit d'avance. C'est quoi, t'as peur qu'en montagne on ait un petit peu la même chose que sur le Tour de France l'année dernière, savoir les tactiques Visma-UE, on y reviendra tout à l'heure, mais où ça roule fort et que la victoire se joue quasiment que entre les leaders du général. C'est ce que tu crains? J'allais dire, si la victoire se joue entre les leaders du général, ce sera déjà mieux que l'an dernier où ça se jouait entre Pogačar et Pogačar. Oui, j'élargissais à leader du général pour pas spoiler la suite du podcast. Mais c'est vrai que l'année dernière, Pogačar avait fait une bonne razzia. Il y avait que l'étape remportée par Richard Carapaz, qui était pas vraiment une étape de haute montagne non plus. La Super Dévolue, qui n'était pas revenu à Tadej Pogačar. On verra ce qui nous attend là sur ce mois de juillet. Toi, Louis, à quoi tu t'attends avec ce parcours qui, on va dire, est un petit peu divisé en deux, avec la première semaine qui est longue, avec le repos qui est seulement au bout de 10 jours de course. Ça peut être un élément à prendre en compte. Et ensuite, la deuxième partie du tour, de l'étape 11 à de l'étape 12 à l'étape 18, on a toute la montagne qui est concentrée là-dedans. À quoi tu t'attends sur ce tour? En comparant par exemple aux 2 dernières éditions où on avait des leaders qui rentraient en action dès le premier week-end, on se souvient au Pays Basque ou en Italie, avec des premiers duels entre Pogačar et Vingegaard,
Cette année, a priori, on devrait avoir un début de tour plutôt très punchy. Comment ça va alterner entre punch et sprint. Il y aura le chrono en Normandie également, mais on va dire que les premières grosses peignées entre les leaders devraient peut-être intervenir quand même. Il y aura probablement des leaders qui vont être visibles dans les premières positions sur les arrivées punchy de première semaine. Mais le vrai duel pour le classement général, si on enlève le chrono qui fera probablement des différences, faudra quand même attendre aller au moins l'étape du Puy de Sancy, voire au Takam. Donc déjà, ça va être un tour différent des 2 dernières éditions sur ce point-là. Oui, ça c'est sûr, forcément, quand on fait une semaine dans la moitié nord de la France, on va pas avoir de montagne, de haute montagne en tout cas. Donc vous êtes plutôt à penser que la première semaine, elle va être animée, mais elle sera pas très importante pour le général. Il y aura peut-être quelques écarts, notamment du côté du chrono. Mais pour le classement général, il faudra attendre les Pyrénées déjà au moins. Ouais, alors après, il peut y avoir des écarts au classement général, mais ça va être plus dans un mode les pièges de la première semaine, ce qu'on connaît classiquement sur le tour, où on sait très bien qu'aucune étape n'est anodine, qu'il peut y avoir une chute, une cassure, une bordure, on sait jamais ce qui peut se passer, une question de placement, un problème mécanique, tous les impondérables de la première semaine du tour peuvent arriver, mais en termes d'écart à la pédale entre les leaders, a priori, c'est pas en première semaine qu'on en trouvera, sauf sous le chrono évidemment. Oui, forcément, qui sera le chrono à Caen de 33 km, qui sera le seul contre-la-montre plat. Je précise qu'il y aura quand même un contre-la-montre dans les Pyrénées, l'ascension de Péragude. Ce sera un chrono en montée, uniquement sur la montée de Péragude, avec arrivée sur l'Altiport, pour bien achever tout le monde. Bon, en tout cas, ce qui me rassure, entre guillemets, c'est que vous êtes plutôt du même avis que Titouan, Geoffrey, Johan, avec qui on avait fait le podcast sur l'analyse du parcours du Tour, que j'avais noté comme ça un petit peu quelques éléments, ça parlait de surcharge de montagne, de côté aspect course de côte, un petit peu sur les étapes de montagne. C'est vrai qu'il faut aussi rappeler que toutes les étapes de montagne se termineront par des arrivées au sommet. On va les préciser quand même, c'est Otakam hors catégorie, Péragude un chrono première catégorie, Super Bannière hors catégorie, le Mont Ventoux hors catégorie, le col de la Loze hors catégorie, la Plagne hors catégorie. Bref, ça fait un petit peu beaucoup, un petit peu redondant. Et sinon, avant de passer aux coureurs que l'on va attendre, que l'on va suivre, est-ce qu'il y a comme ça une ou deux ou même plus peut-être étapes que vous attendez particulièrement sur ce Tour de France ? Alors la mienne, c'est l'étape 6, c'est pas forcément celle qui sera peut-être le plus citée. C'est celle entre Bayeux et Vire, que je trouve un tracé qui est assez ouvert. Et une course où aujourd'hui je suis incapable de dire qui va gagner parce que je pense que ça va dépendre de qui va être maillot jaune la veille au soir du contre-la-montre de Caen. Donc potentiellement une équipe comme UAE ou Visma, ça sera donc Pogacar ou Vingegaard et du coup qui voudra peut-être laisser partir le maillot jaune. Tu pourrais avoir une équipe qui vient contrôler la course pour un final punchy. En gros, c'est une étape ouverte, bien tracée, longue, usante, où on pourrait avoir des surprises parce que le tracé est quand même ultra exigeant. Donc c'est le genre d'étape un peu incertaine où je me dis, oh, il y a moyen on s'amuse quoi sur cette étape-là. Ah, c'est vrai qu'elle peut être assez ouverte, cette étape tracée en Suisse normande. C'est vrai que ça, c'est aussi un élément qui était pas mal attendu par tous les férus de parcours qui se disaient la Suisse normande peut proposer quelque chose de très intéressant. Et c'est pas Guillaume Martin-Guillonnet qui dira le contraire. Hugo, quelle étape, au singulier ou au pluriel, tu attends en particulier sur ce Tour de France ? Pour pas redire celle du 14 juillet dont on a déjà un peu parlé, je vais dire celle qui arrive à Toulouse aussi, où il y a quelques petites côtes dans le final qui vont faire du dégât. Et justement, on évoquait un peu la chaleur qu'on a au moment où on enregistre. S'il y a de la chaleur sur le Tour, ça pourra faire des gros dégâts aussi. Oui, en plus le fait d'être au lendemain de la journée de repos, des fois, on ne sait pas forcément comment les organismes se comportent. Tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Et c'est vrai que autant on peut se dire Toulouse, en général ça arrive au sprint, il faut faire attention au profil, on finit à 8-9 km de l'arrivée, il y a la côte de Pêche David, 800 mètres à 12%. Je suis pas sûr que tous les coureurs passent cette difficulté, et je pense qu'il y en aura pas mal qui auront déjà pété avant dans toutes les petites côtes autour de Toulouse, donc ça peut faire quelque chose d'intéressant. Puis cette étape-là, elle arrive au 11e jour, donc déjà de la fatigue dans le peloton, potentiellement des baroudeurs qui verront une opportunité de s'illustrer, donc tu peux avoir une longue bataille pour l'échapper. C'est une étape pareil qui est assez ouverte finalement.
Bah ouais, tout à fait. Et, moi, je rajouterais, alors bon, la montagne, on a un peu évoqué le fait que c'est, entre guillemets, un peu redondant. J'ai très envie de voir la 20e étape, personnellement, qui arrive à Pontarlier. Un placement comme ça, en sortie de massif, en général, c'est royal pour les baroudeurs. Et vu la gueule de l'étape, j'ai très très hâte de voir parce que ça peut être... c'est un peu difficile, mais la fin est moins dure. Mais il y a la côte de Tézy qui est quoi aux 2 tiers de l'étape à peu près, qui est bien difficile. Bref, ça peut faire un sacré spectacle. Et ça sera peut-être l'étape en week-end qui sera la plus intéressante parce que on va quand même préciser au passage que il y aura une seule étape de montagne qui sera le week-end. Ça sera l'étape entre Pau et Luchon-sur-Bagnères qui sera le samedi 19 juillet. Sinon, toutes les étapes de montagne seront en semaine. Donc bon, ils n'ont pas forcément pensé aux gens qui travaillent en semaine, on va dire, les organisateurs du Tour sur ce point-là. Après avoir parlé du parcours, on va quand même évoquer les principaux protagonistes de ce Tour de France et déjà se pencher sur la lutte pour le classement général. Alors, je l'avais évoqué en introduction, on reste sur plusieurs éditions où on a Tadej Pogačar et Jonas Vingegaard qui se tiennent les 2 premières places du classement général. Hein. Depuis 2021, les 2 premières places sont toujours occupées par Tadej Pogačar ou Jonas Vingegaard, et que la 3e qui change à chaque fois. Est-ce que, cette année encore, on se dirige, pour vous, vers un duel entre Tadej Pogačar et Jonas Vingegaard pour la victoire, ou est-ce qu'un autre coureur peut venir se mêler à la lutte pour le maillot jaune? Je dirais que on se dirige vers une lutte UAE-Visma avec chacune des deux équipes leur carte numéro 1, qui est donc Pogačar pour UAE et Vingegaard pour Visma. Mais c'est une bataille, avant tout, j'ai envie de dire, collective. Visma qui va arriver... Enfin, aussi bien Visma que UAE arriveront avec d'autres lieutenants qui peuvent également jouer des troubles faits dans ce duel collectif. Donc au-delà du duel entre deux coureurs, moi je le globaliserais à un duel entre deux équipes. Ok, donc t'élargis un peu plus. Hugo, est-ce que t'es aussi sur ce duel Pogačar-Vingegaard ou, en élargissant, un duel Visma-UAE? Oui, j'aurais pas forcément élargi, même si c'est vrai qu'il y a des équipes. La Visma est peut-être un peu plus tout terrain, donc il y aura peut-être quelque chose à aller chercher. Justement, on a dit que le parcours était parfois piégeux au début. Il y a peut-être quelque chose à aller chercher sur ce point-là, mais oui, je pense que ça devrait être un duel entre les deux derniers vainqueurs. Bon, du coup, maintenant qu'on a posé ça, qu'on a posé un petit peu le contexte, qui pour vous a l'avantage entre Tadej Pogačar, qui est quand même le vainqueur sortant, et Jonas Vingegaard, qui s'était imposé en 2022 et 2023 auparavant? Qui est pour vous le favori déjà pour la victoire entre Pogačar et Vingegaard? Bah, si on se fie à ce qu'on a vu sur le Dauphiné, avantage Pogačar, puisque il y avait une domination physique sur la montagne. Il y a juste eu le chrono où Poggi n'a pas forcément répondu aussi bien qu'il l'aurait voulu. Mais sinon, si on doit donner par rapport à ce qu'on a vu un avantage à un des deux coureurs, ça serait avantage à Pogačar. Après, si tu regardes l'équipe, les deux ont des collectifs monstrueux. Et peut-être que ça va jouer à celui qui a le meilleur lieutenant, celui qui passera le mieux la première semaine. Et j'ai envie de donner quand même encore une fois un avantage à Pogačar là-dessus. Oui, on va rappeler pour le critérium du Dauphiné qui a été remporté par Tadej Pogačar, comme tu fais référence à ça, Louis, le Slovène s'est imposé avec 59 secondes d'avance sur Jonas Vingegaard, mais dans le même temps, il avait perdu 28 secondes sur le contre-la-montre qui faisait 17 km, 28 secondes sur Jonas Vingegaard, puisque le chrono avait été remporté par Remco Evenepoel, qui avait fini lui à plus de 4 minutes au classement général. Hugo, est-ce que toi tu penches aussi sur cet avantage en faveur de Tadej Pogačar là comme ça à quelques jours du départ? Bah voilà, c'est ça. Le Dauphiné a aussi la réputation, pardon, d'être une sorte de pré-Tour de France et on peut en sortir des tendances. Après, voilà, c'est-à-dire la communication officielle, c'est que Vingegaard n'était pas forcément non plus en condition optimale pour le Dauphiné. Donc il aura peut-être pu remonter un peu de l'écart qui les séparait il y a quelques semaines. Après, pour reprendre aussi
le collectif, on peut se rappeler qu'en 2022, il y avait eu les attaques notamment dans le Galibier, donc qui avait épuisé Pogačar pour le Granon. Où Avec là, je sais Vingegaard pas et si on a, Roglic. c'est ça, et je sais pas si chez Visma on a un remplaçant entre guillemets de Roglic parce que les Jorgensen, je sais pas s'il tiendra autant en haute montagne et on a Simon Yates qui pourrait avoir ce profil mais qui sort du Giro, donc qui risque d'être un peu usé lui aussi. Justement, par rapport aux effectifs, comme tu l'évoques un peu Hugo, on va citer les équipiers de Vingegaard et Pogačar. Du côté de la Visma Lease Bike, autour de Jonas Vingegaard, il y aura Eduardo Affini, Tish Benoot, Victor Kampenaerts, Matteo Jorgensen, qui a prolongé jusqu'en 2029, Sepp Kuss, Wout van Aert et donc Simon Yates, le vainqueur du Giro. Et du côté de l'équipe UAE, il y aura Joao Almeida, le récent vainqueur du Tour de Suisse, Jonathan Narvaez, Nils Politt, Pavel Sivakov, Marc Solé, Timo Lenz et Adam Yates. Donc, alors Louis, tu avais parlé aussi des équipes un petit peu plus tôt en disant que tu élargissais même un petit peu le duel, un duel plus entre Visma et UAE, davantage qu'un duel entre Pogačar et Vingegaard. Si on compare comme ça les effectifs, Hugo disait que la Visma Vingegaard était peut-être un petit peu moins entouré que ça avait pu être le cas en 2022 par exemple. Qu'est-ce que tu en dis toi de la façon dont sont entourés Pogačar et Vingegaard? Est-ce qu'il y en a un qui te semble avoir une meilleure équipe que l'autre? Je dirais qu'en termes de puissance, je sais pas, de talent, mais de niveau, je pense que l'effectif UAE est plus fort physiquement. Si on mettait côte à côte, je sais pas, admettons Almeida et tu le mets côte à côte avec Simon Yates, je donnerais avantage à Almeida. Tu mets Adam Yates face à Sepp Kuss, je donne quand même l'avantage à Adam Yates. Par contre, moi je trouve l'effectif de Visma peut-être un peu plus roublarde, c'est-à-dire Kampenaerts, Van Aert, Benoot, c'est des mecs qui sentent la course, qui sont capables de dynamiter sur un moment où on ne se l'attend peut-être pas, de faire le gros tempo, enfin avec une vraie science de la course, et même Affini, encore que c'est un coureur très très puissant quand il est en forme, où en gros, ouais, moi je trouve que l'équipe Visma est peut-être plus roublarde, mais par contre, moi elle me paraît inférieure en termes de niveau à ce qu'affiche EAE, parce que genre Almeida, on l'a vu au Tour de Suisse, c'est monstrueux. Politt, on voit chaque année sur le Tour, il écrase les pédales. Marc Soler, quand il est dans un rôle d'équipier, il est toujours solide. Wallen, c'est un mec expérimenté quand même. Non, enfin, Almeida, enfin, enfin, clairement, moi je trouve que l'équipe UAE est effrayante, peut-être jamais autant qu'elle l'a pu l'être. Mais donc c'est pour ça que je donnerais encore un avantage à UAE en termes de niveau intrinsèque, mais je me méfie des mecs chez Visma qui ont la science de la course très très forte et qui sont capables de dynamiter ça au moment où on s'y attend le moins. Alors tu dis UAE c'est peut-être l'équipe la plus effrayante qu'on ait jamais eue. On va quand même préciser que c'est quasiment la même équipe que l'année dernière. On a juste remplacé Juan Ayuso par Jonathan Narvaez. Peut-être que Jonathan Narvaez sera plus dévoué, on va dire, que Juan Ayuso, qui n'avait pas fini le Tour l'année dernière, comme il n'a pas fini le Giro cette année. Hugo, après, en parlant de ces deux équipes, qu'est-ce qu'on peut les voir, quelle tactique on peut les voir mettre en place sur ce Tour de France, aussi bien sur la première semaine, qui peut être assez ouverte, tant qu'on n'est pas encore dans la montagne, avec des étapes un peu piégeuses ouvertes, mais aussi dans la montagne, derrière avec ces grosses étapes et toutes ces arrivées au sommet. À quelle tactique tu peux t'attendre, toi? Bah, je vais rejoindre un peu ce que disait Louis. Autant Visma, on peut s'imaginer qu'ils tentent des coups, des choses comme ça. Autant UAE, on a un peu l'impression qu'ils ont une tactique, c'est rouler comme des tarés et après laisser faire Pogačar. Donc C'est c'est un petit peu la marque de fabrique. Aussi, ce qui a pu leur coûter certaines courses. Hein. c'est ça. Je m'attends à moins de subtilité tactique du côté du UAE que de Visma, on peut dire. Ça serait quoi la situation favorable, entre guillemets, pour voir des coups tactiques? Ça serait que Pogačar ait le maillot, mais que Vingegaard soit quand même suffisamment proche au niveau des jambes pour pouvoir avoir tenté quelque chose, ou tu t'attends plus à ce que ça tente avant d'arriver sur la montagne? Ah oui, pour moi, ce sera surtout sur les étapes piégeuses, bah, comme on disait, de la première semaine, éventuellement Toulouse, comme ça, des étapes où, pour peu qu'il y ait un mauvais placement ou une pause au mauvais moment, des choses comme ça peut être l'occasion de peut-être même plus prendre un coup psychologique que vraiment prendre 2-3 minutes.
C'est vrai que c'est pas forcément en première semaine que le Tour se gagnera, mais coutume de dire que le Tour peut se perdre dans ce genre d'étape, donc il faudra forcément y faire attention. Tu parlais aussi, Hugo, d'un petit effet psychologique qui pourrait se jouer sur la première semaine. Déjà, après le Critérium du Dauphiné que Tadej Pogačar a remporté, est-ce que le Slovène n'a pas déjà pris un ascendant psychologique à ce niveau-là? Le fait de dominer, écraser son adversaire danois, que Pogačar écrase Vingegaard sur une étape de montagne et demie, parce que la dernière étape, il a pas forcément cherché à aller jouer la victoire. À Valménier, il s'est relevé un petit peu sur la fin. Est-ce que psychologiquement, c'est pas aussi là que Pogačar a pris l'ascendant sur Vingegaard grâce au Dauphiné? Ouais, je sais pas, je sais pas, je connais pas psychologiquement, mais Vingegaard, je pense que ça va pas forcément trop l'impact. Je dirais que ça l'impacte pas forcément, hein. Qui sait qu'il a encore un peu d'écart à récupérer, mais je pense pas que ça lui mette un gros coup psychologique. Enfin, je veux dire, il y a une image un peu de travailleur qui sait qui sait que ça va finir par payer, etc. Mhm. Je pense pas qu'il y ait un gros coup psychologique qui a été pris par Visma au Dauphiné. Après, justement, il y a un petit point que tu as évoqué plusieurs fois, c'est le fait que pour toi, Jonas Vingegaard peut, en tout cas, réduire un petit peu l'écart qu'il y avait sur le Dauphiné. À quel point cet écart il peut être réduit comme ça en l'espace de quelques semaines sur la fin de préparation, tu penses? Bah ça, j'allais dire, même, je sais même pas si les entraîneurs de Visma, ils peuvent répondre à la question. Donc c'est pas moi avec mon rêve en carton qui va pouvoir répondre. Est-ce qu'il y a ce côté où physiquement, tu penses possible que les niveaux de forme s'inversent entre le Dauphiné et le Tour de France juste sur Tadej Pogačar et Jonas Vingegaard? Bah voilà, je sais pas. Pogačar, on a l'impression qu'il est un peu tout le temps au meilleur niveau. Vingegaard, il y a peut-être un peu plus ses écarts. Mais si on revient, la dernière fois où les deux étaient vraiment, j'allais dire, ont eu une préparation correcte, c'était 2022 et c'est Vingegaard qui a gagné. Oui, parce qu'on a eu 2023 où Tadej Pogačar a été longtemps sans courir à cause de sa chute sur Liège-Bastogne-Liège. 2024, l'année dernière, où c'était cette fois Jonas Vingegaard qui est passé longtemps sans courir après sa chute sur le Tour du Pays Basque. Là, bon, Vingegaard a été longtemps sans courir entre le Dauphiné, entre Paris-Nice et le Critérium du Dauphiné, puisqu'il il avait été victime d'une chute et commotion cérébrale sur Paris-Nice. Mais on sait aussi que l'équipe Visma-Leasebach n'est pas connue pour faire beaucoup courir ses coureurs. Donc le Danois a passé beaucoup de temps en stage. Louis, Hugo ne sait pas trop si l'écart qu'il y avait sur le Dauphiné entre Pogačar et Vingegaard peut se réduire, s'inverser ou quoi d'ici le Tour de France. Est-ce que tu arriverais à répondre à cette question, toi? Si j'avais les données d'entraînement de ce matin ou de hier, peut-être, mais là, on n'est que dans des suppositions. Après, par rapport à l'impact du Dauphiné, le message qu'on doit en ressortir de cette course, c'est si Visma devait attendre la montagne pour essayer de faire des différences, ce serait une erreur pour moi. Et que faudra tenter des choses avant la montagne. Et avant la montagne, qu'est-ce qu'on a? On a cette première semaine où les pièges du Tour sont là. Et d'ailleurs, parmi ces étapes-là, on sait qu'un Pogačar est très punchy. Et par exemple, sur un mur de Bretagne, rien n'exclut qu'un Pogačar vienne y gagner avec une telle domination. Mais ça va être dans des parties plus ouvertes à des courses, des coups de force collectifs ou à vraiment des pièges, des impondérables aux premières semaines. Et je pense que c'est ça qu'on doit ressortir, c'est que le message après le Dauphiné, c'est si vous comptez attendre la montagne pour faire des différences avec Pogačar, c'est loin d'être gagné. Maintenant, derrière, ça se trouve, on est très confiant de côté de Visma. On va attendre sereinement la montagne parce qu'on sait que Vingegaard sera au-dessus. Ma foi, on verra bien. C'est un peu la surprise. Oui, d'autant qu'on a vu justement aussi sur le Dauphiné, par rapport au comportement, sur la première étape, on avait vu Jonas Vingegaard attaquer sur une étape où généralement c'est plutôt Pogačar qui bouge. Donc ça peut aussi donner peut-être un premier indicateur de se dire que peut-être que Vingegaard va commencer à bouger sur ce genre d'étape un petit peu punchy, ouverte, et pas simplement attendre les contre-la-montre et la montagne. Peut-être le fait que
que oui aussi, l'enseignement du Dauphiné, c'est que si tu refais la même chose que sur le Dauphiné, tu ne gagneras pas le Tour, parce que Pogacar va t'écraser et te mettre 2 minutes à chaque étape de montagne. Donc il faut forcément prendre ça en compte également. Après, on a pas mal évoqué la montagne qui serait plutôt en faveur de Tadej Pogacar, j'imagine déjà au vu de ce qu'on a vu sur le critérium du Dauphiné. Là-dessus, on est d'accord? Bah oui, oui, évidemment. Enfin, avec ce qu'on a vu, il y a quand même Ouais. pas débat là. Ah, très bien. Et sur le contre-la-montre, à l'inverse, l'avantage, il est plus pour Jonas Vingegaard au vu du chrono qu'on a eu sur le critérium du Dauphiné. Oui, oui, si on reprend cette unique référence, avantage Vingegaard, avantage même Jorgensen sur Pogacar, avantage Evenepoel sur tout le monde. Maintenant, après, c'est la vérité d'une journée sur le Dauphiné n'est pas forcément celle sur le Tour. Donc à voir. Après, c'est pas parce que, au pire, si Vingegaard reprend du temps sous le chrono, ça sera peut-être pas une minute non plus. Enfin, le chrono à Caen, il est pas très long de mémoire. 33 km, 33 km, tu reprends pas forcément plus d'une minute en tous les cas. Si Vingegaard, admettons, reprend une minute à Pogacar sur le chrono, Pogacar, et ça se trouve, il en reprend 3 sur la première étape de montagne. Enfin, j'abuse peut-être, mais voilà, c'est une question d'équilibre et de rapport de force entre les qualités de chacun. Mais Vingegaard n'est pas, enfin en tout cas sur ce qu'on a vu au Dauphiné, il nous paraît pas tellement au-dessus de Pogacar de là à faire tellement de différence sur le seul chrono de 33 km. Oui, en tout cas, j'ai regardé alors pour des calculs un peu à la con, mais si Pogacar perd autant de secondes par kilomètre sur Vingegaard que sur le critérium du Dauphiné, sur le chrono du Dauphiné, il perdrait 54 secondes sur les 33 km qu'il y a autour de Caen. Bon, mon prono perso, c'est qu'il perdra beaucoup moins que ces 54 secondes. J'imagine qu'il a eu le temps de travailler un petit peu plus le chrono d'ici là, et qu'à l'inverse, Vingegaard, lui, a peut-être principalement axé sur la montagne. En tout cas, bon, si jamais il y a 50 secondes, une minute d'écart, ça serait déjà assez important. Mais en même temps, on sait que c'est pas un écart qui est très compliqué à rattraper pour Tadej Pogacar en montagne. Il suffit de voir l'écart qu'il y avait eu l'année dernière à l'arrivée finale du Tour de France. On va rappeler qu'il y avait 6 minutes 17 secondes d'écart entre Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard, ce qui permet de relativiser un petit peu. Bon, on a pas mal parlé de ce duel qu'on attend entre Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard. Un petit mot aussi quand même de ces autres coureurs qui vont viser le classement général, parce qu'il n'y a pas que le Slovène et le Danois qui ont pour objectif le classement général. Il y a par exemple une 3e place sur le podium, 8 autres places dans le top 10. Derrière Pogacar et Vingegaard, donc justement, qui est-ce que vous attendez particulièrement pour le général en montagne, pour être bien placé? Bah là, on peut se baser sur ce qu'on a vu sur les courses de juin, donc le Dauphiné et le Tour de Suisse. On a vu Remco qui était 3e l'an dernier, qui a montré quelques limites en montagne. On a vu Almeida à l'inverse dominer le Tour de Suisse, même si le plateau n'était pas le même. On a vu aussi un Lipovic qui peut être un peu plus inattendu, même si on sait que chez Red Bull, on vient officiellement pour Roglic. Après, ça reste Roglic qui a fait un demi-Giro, qui a été malade, il me semble, au cours du Giro, etc. Donc, c'est Roglic avec ses incertitudes, donc on verra comment se passera la course. Primož Roglic qui d'ailleurs pour la stat n'a pas fini un Tour de France depuis 2020. Voilà. 2021, 2022, 2024, il a dû abandonner. Donc oui, t'as cité du Almeida, vainqueur du Tour de Suisse, Evenepoel, un petit peu, Lipovic, 3e du Dauphiné. Est-ce qu'il y a d'autres coureurs même parmi ceux-là? Ah oui, Carapaz, lui, est forfait. Il a déclaré forfait la semaine dernière s'il était malade dans sa préparation. Voilà, ça annonçait qu'il avait des super chiffres, etc. Donc, on saura jamais ce que ça aurait pu donner, évidemment. Ça, c'est sûr. Louis, est-ce que y a d'autres coureurs que tu rajouterais à ceux que Hugo a pu citer pour le classement général? C'est compliqué. Après, c'est des noms qui
qu'on ne citerait pas. On a parlé des Evenepoel, des lieutenants chez UAE, chez Visma. On a parlé de l'équipe Bora. Après, on a toujours des coureurs dont on sait qu'ils ont peut-être un niveau pour aller chercher un top 5, mais aller voir plus haut, ça paraît compliqué. Après, on sait aussi qu'avec le Tour, bah, parfois, il y a des surprises et tu peux vite, selon les abandons, selon les faits de course, un coureur qui a plutôt le niveau top 6, top 7, bah, puisse se retrouver pour en bagarre pour le podium. Et parmi ces gars-là, tu peux citer du Félix Gall pour Decathlon qui était quand même à un très bon niveau en montagne. Donc après, il faudra voir comment il passe la première semaine. Tu pourrais avoir un Carlos Rodriguez dont il n'a pas forcément montré un super niveau au Dauphiné, mais tu sais pas trop. Ça se trouve, il arrivera sur le Tour, il sera plus en forme. Chez Lidl Trek, t'as Schelmose qui pourrait tirer son épingle du jeu à un moment donné. En plus, il a fait une grosse campagne des classiques cette année, donc tu te dis que s'il est en forme au mois de juillet, attention à lui. Mais bon, voilà, t'as quand même des coureurs comme ça où bah, que tu les entends pas, mais tu sais jamais avec selon les circonstances de course. Voilà, pourraient venir jouer des troubles faits selon leur niveau en haute montagne. Je m'étais noté aussi des coureurs comme Henrik Mas, Ben O'Connor, Santiago Buitrago aussi par exemple. Et on peut citer pas mal de noms, déjà pour un top 5, puis encore plus pour un top 10. Mais après, il y a peut-être aussi le fait que tu l'évoquais pour Félix Gall, et ça peut s'appliquer à beaucoup de coureurs, que il y a pas mal de probabilités pour que parmi tous ces coureurs, et même encore d'autres qui jouent de général, on en perde au moins un sur une chute, un pépin, un incident ou quoi que ce soit lors de la première semaine. C'est le genre d'élément qu'on va pas forcément prévoir, mais une première semaine du Tour, d'autant plus dans ce tracé-là, peut être très piégeuse. Mais on le sait à l'avance, hein. On sait que ça va tomber, on sait pas quand, à quel moment, sur quelle étape, mais on sait qu'il y aura une grosse chute à un moment donné. Ah. On va espérer que La non. première étape, mais... ouais, on espère toujours que non, mais ça arrive chaque année, donc ouais, on sait que ça va en toucher un et on sait pas lequel, pour qui, pour quand. Ouais. Mais ça fait malheureusement partie de la course. Oui, de la même manière que la chute et l'abandon de Mikel Landa dès la première étape du Giro, bah ça on pouvait pas le prévoir. Qui peut prévoir ce qui peut se passer sur la première semaine du Tour, et puis imaginez qu'on perde sur chute, sur abandon, comme ça la première semaine, un Pogacar ou un Vingegaard, alors là, déjà ça viendrait rebattre toutes les cartes de ce qu'on a dit jusque-là, et je sais pas ce qui se passerait. ça serait assez terrible. Mais bon, on va espérer qu'il n'y ait pas trop de problèmes pour tous ces coureurs, qu'il n'y ait pas de chute vraiment dangereuse ou trop grave. On va toucher du bois, même si bon, on sait malheureusement avec la tension, la pression qu'il y a sur le Tour de France, les vitesses, et en général une première semaine plutôt plate, malheureusement ça peut souvent mener à ce genre de chute, comme on avait pu le voir en 2021 en Bretagne. Bah, et à ça, on peut rajouter la chaleur aussi qui risque d'impacter les organismes tout au long des 3 semaines. Ouais, tout à fait. Même si faudra voir, c'est compliqué d'anticiper à quel point la canicule va durer. Il se pourrait que la première semaine soit pas trop caniculaire. En tout cas, ça ferait du bien aux coureurs. Ouais, après tu pourras avoir aussi des orages. Oui. Tu pourras avoir aussi des orages qui viennent pimenter la course. Oui, et ça, forcément, ce qui se passera dans les Pyrénées, dans les Alpes, niveau météo, déjà on est à 2-3 semaines, on va pas anticiper, mais alors encore plus en montagne, c'est pas la peine de chercher. Je pense que le scénario Tignes 2019 avec la coulée de boue, Hollywood ne l'aurait pas imaginé, mais bon. Pour finir sur le classement général, je vais vous demander, messieurs, quand même votre pronostic. On va élargir au podium, plus que le vainqueur, parce que j'ai cru comprendre que votre pronostic pour la victoire finale de ce Tour de France serait Tadej Pogacar. Quel serait votre pronostic pour le podium, Hugo, pour commencer? Donc effectivement, je vais partir sur une victoire de Pogacar devant Vingegaard. Et comme troisième, je verrais bien Almeida, un peu comme on avait vu Adam Yates en 2023. Bon, donc en dernier lieutenant qui s'accroche pour aller chercher le podium, mais donc là avec une victoire de Pogacar et pas de Vingegaard. Et d'ailleurs, comme ça au passage, si tu dis Pogacar devant Vingegaard, avec quel écart entre les deux? 4 minutes. Ah, 4 minutes, pas 4 secondes. Ouais. Parce que imaginons qu'on ait 4 secondes avant l'étape de Paris, alors là...
j'allais dire, à la limite, 4 secondes, c'est s'il y a rien à Paris, on peut avoir une boucle à Montmartre très agitée. Ah oui, là, ça serait, ça serait quelque chose. Louis, quel serait ton pronostic pour le podium de ce Tour de France? Alors pour le coup, j'ai les mêmes noms que Hugo, mais pas tout à fait dans le même ordre, puisque Ah, moi je vois un doublé UAE avec ouh, la victoire de Pogacar devant Almeida. Pourquoi? Parce que Almeida, déjà son niveau au Tour de Suisse, c'était quand même intéressant, très fort. La façon dont il a remporté le général en remontant au fil de la semaine face à nos petits Français, là, était quand même assez impressionnant. L'année dernière, il a fait son premier tour, il a terminé quatrième, il a vu ce que c'était que le tour, il a beaucoup appris, je pense, ça lui servira. Et vraiment, je le vois à un niveau tellement fort que, que je le vois tout simplement finir devant Vingegaard. Alors ça paraît peut-être osé comme ça, peut-être qu'à un moment donné, ce sera pas le sens de la course parce qu'il faudra se sacrifier pour Pogacar et au détriment, enfin pour faire la différence à Vingegaard, donc il perdra du temps à ce moment-là. Mais voilà, je sais pas, je le sens comme ça. En première semaine, Almeida, sauf chute évidemment, il perdra pas de temps. Sur le chrono, il fera jeu égal avec Vingegaard et Pogacar. Donc ouais, si je devais aller oser un petit peu, je mettrais doublé du AE. Je crois qu'on n'a pas eu de doublé sous le tour. depuis 2019. Ouais, donc, Bernal Thomas chez Sky. donc voilà, Ineos. c'est un truc qu'on n'a pas eu ces dernières années, donc pourquoi pas cette année, donc voilà, à voir. Ouais, donc un peu dans l'idée de Pogacar domine Vingegaard et une fois que Pogacar a lâché le Danois, bah, Almeida s'accroche à la roue de Vingegaard et lui reprend un peu de temps par-ci par-là. C'est un peu ce que tu t'imagines. Ouais, c'est ça. C'est puis même à un moment donné, je sais pas, les deux qui font la différence, Pogacar qui offre une victoire d'étape à Almeida, enfin des trucs comme ça où il y aurait du coup de quoi faire la différence pour aller chercher cette deuxième place. Mais tout ça est encore bien loin à voir arriver, donc Oui, on va déjà voir comment se passe la première semaine, mais oui, on est forcément. encore des suppositions. On a coutume de dire que le Tour de France est long, il a même pas commencé, donc il peut se passer moult et moult choses. Bon, je rappellerai juste au cas où que Joao Almeida l'année dernière a fini 4ème du Tour de France à quand même 10 minutes de Remco Evenepoel qui était sur la 3e marche du podium, histoire de pour donner une petite comparaison. Et moi, pour vous donner mon pronostic, je garderai le même podium que l'année dernière, tout simplement Pogacar, Vingegaard, Evenepoel. À me dire qu'on retrouverait une situation à peu près similaire à 2024 en montagne, un peu dans tous les secteurs, et que presque on pourrait faire un copier-coller du Tour de France 2024 pour cette année. Peut-être un peu pessimiste en disant ça, peut-être qu'on aura plus d'action, plus d'animation, que ça sera plus serré. Et au cas où, je me suis noté la stat, le même podium 2 années de suite, c'est déjà arrivé, puisqu'on avait eu en 1978 et 1979 Bernard Hinault, Job Zoetemelk et Joaquim Agostinho qui étaient aux 3 premières places dans cet ordre ces 2 années successives. Donc, si on a Pogacar, Vingegaard, Evenepoel à nouveau, ça ne serait pas une première. Après la lutte pour le classement général, on va évoquer les coureurs qui vont se jouer des étapes un petit peu par-ci par-là, et notamment les sprinters qui n'ont pas forcément beaucoup de marge de manœuvre. Si on peut citer les sprints potentiels qu'ils peuvent se disputer, il y a déjà, et ça on peut quand même le noter, la première étape, ce qui signifierait que un sprinter devrait avoir le maillot jaune, le premier maillot jaune de ce Tour de France, ce qui serait une première depuis 2020. Alexander Christophe avait endossé le maillot jaune sur la première étape à Nice. On aura ensuite les étapes de Dunkerque, 3e étape, puis Laval, 8e étape, Châteauroux, 9e étape, et ensuite on va aller rejoindre Valence pour la 17e étape, et peut-être, à voir comment la course se goupillera, la dernière étape sur le circuit des Champs-Élysées et de Montmartre à Paris. Donc voilà, ça fait peut-être, on va dire, 5 sprints plus ou moins assurés, en tout cas sur le papier, et peut-être les Champs-Élysées. On l'avait évoqué ça aussi dans le podcast dédié à l'analyse du parcours du Tour, même si
À l'automne dernier, on ne savait pas que Montmartre serait sur le parcours de la dernière étape, ce qui peut-être enlever un sprint massif pour les sprinters. Une fois fait ce petit panorama de présentation des étapes que peuvent se jouer, se disputer les sprinters sur ce Tour de France, quels sont justement les principaux noms? Alors, qui pour vous, par favori, est-ce qu'il y a peut-être plusieurs favoris, ou même pas de favoris tout simplement pour aller gagner les sprints massifs sur ce Tour de France? Et là on parle des sprints massifs, le maillot vert ça sera un peu plus tard. Hugo, est-ce que tu as un ou plusieurs favoris pour les sprints? Pour moi, il y a 3 noms qui vont se détacher, on va dire. Il y a Philipsen qui a gagné qui a gagné 3 étapes l'année dernière, pareil en 2023 il me semble. Donc qui aura surtout avec lui un bon train avec Van Der Poel, avec Caden Groves, mais qui est peut-être un peu en dessous au niveau pointe de vitesse. Que pour moi les deux qui se dégagent vraiment en termes de vitesse pure, ça va être Milan qui va découvrir le Tour et Tim Merlier. Jasper Philipsen, c'était même 4 étapes en 2023. Tim Merlier, je vais juste vérifier, mais il me semble que c'est sa première participation au Tour de France également. Il avait gagné en Bretagne ah oui, c'est vrai. Il y avait une grosse chute dans le final. C'est vrai, mais justement, il avait gagné devant Jasper Philipsen, en plus, c'est vrai. Parce qu'ils étaient coéquipiers à l'époque. Ils étaient coéquipiers à l'époque, tout à fait. Et maintenant, c'est lui le sprinter numéro 1 de son équipe chez Soudal Quick-Step. Il va arriver avec ce maillot de champion d'Europe. Louis, est-ce que les 3 favoris qu'a cité Hugo te semblent bons, ou tu réduirais à 2 voire 1, ou t'en citerais davantage peut-être? Alors, sur des sprints très plats, tout à fait plats, en effet, je suis très curieux de voir comment Jonathan Milan peut être au-dessus de ses adversaires. J'ai l'impression que ça va être lui le sprinter des sprints tout plats. Après, l'avantage pour un Jasper Philipsen, par exemple, c'est qu'il semble mieux passer les répètes chauds, les petites côtes. Donc, vu le profil de certaines étapes de sprint, ça pourrait plus lui sourire. Mais voilà. Donc, en soi, et Merlier qui est peut-être pareil, qui passe peut-être un peu moins les radars, qui est du coup dans le profil plus similaire à Milan. Donc, ça, en fait, ça va être intéressant parce que il peut y avoir un vrai jeu entre les différentes équipes de sprinteurs, entre ceux qui vont préférer un sprint très plat, très homogène, et ceux qui vont peut-être préférer un sprint plus dur, en fait, dans le sens où l'étape aura été durcie en amont. Donc la bataille va être intéressante, je trouve, cette année entre les sprints, au-delà des étapes, également pour le maillot vert. Ouais, donc il n'y a pas un coureur qui, sur le papier, part favori en se disant lui, il va remporter 4 des 5 sprints. Même si on peut se retrouver au final dans une situation comme ça, mais sur le papier, personne ne se dégage vraiment, quoi. Parmi ces 3-là, en tout cas. Ouais, puis en plus, ils ont des prépas un peu différentes, donc en soi, il n'y a pas eu trop de confrontation vraiment entre eux. Je n'ai pas souvenir. Si, il y a eu quand même sur le Tour de Belgique où Philipsen et Merlier étaient alignés tous les deux, mais en fait, on sait pas trop qui est vraiment au-dessus de l'autre, donc ça va dépendre vraiment des configurations de course, je pense, et de comment ils sont accompagnés. Et quand même là-dessus, Philipsen, il a quand même une équipe qui est quand même bien dédiée à lui, donc avantage collectif à Philipsen. Oui, c'est vrai que Jasper Philipsen a pour le coup chez Alpecin une équipe qui va être entièrement dédiée à lui, en tout cas pour la préparation des sprints, avec Quentin, Mathieu Van Der Poel, Caden Groves pour ton train de sprint. C'est quand même de sacrés beaux noms. Après, il faut encore que ça se goupille bien, même si on a pu voir que Mathieu Van Der Poel dans un train peut être très costaud. Alors qu'en effet, Tim Merlier devra composer lui avec Remco Evenepoel dans son équipe, même si le champion d'Europe aura notamment Bert van Lerberge pour la préparation de ses sprints. Et alors que chez Lidl Trek, Jonathan Milan ne sera pas tout seul, mais dans une situation un peu inverse à Tim Merlier, dans la mesure où la Lidl Trek est plus axée autour de Jonathan Milan et un peu moins autour de Mathias Kielmose, qui sera le leader montagne de la formation américaine. Après oui, au niveau de la préparation que vous évoquiez sur ce printemps, on va dire, Jonathan Milan a remporté une étape sur les critériums du Dauphiné, alors que Jasper Philipsen et Tim Merlier s'étaient affrontés au Tour de Belgique avec une victoire pour Jasper Philipsen.
dans la belle ville de pute chère à Gérard Rolls, et 2 victoires pour Tim Merlier, la première et la dernière étape, notamment la première à Knöcke Heist, avec ce finish très particulier. Il avait aussi remporté la Bruxelles Classique un petit peu plus tôt. Donc comme ça, si on devait se mouiller comme ça, puisque ça va être le premier pronostic à faire la première étape, qui sera le premier maillot jaune? Est-ce que déjà ça sera au moins un de ces 3 coureurs? Louis, qui sera le premier maillot jaune qui remportera la première étape à Lille et qui pourra donner peut-être une indication pour les sprints à venir? Vu le profil de l'étape qui est pimenté de petites bosses mais assez éloigné de l'arrivée, en fait c'est pas évident, c'est assez ouvert, tout le monde va vouloir ce premier maillot jaune. Mais allez, je vais dire Jonathan Milan. C'est peut-être la grosse cote des trois favoris, parce que ça sera son premier tour, mais allez, je donne Jonathan Milan. Hugo? Du coup, je vais dire Merlier, mais je veux aussi me rappeler que là, sur les dernières années, on a pu avoir des surprises comme Jordi Meeus sur les Champs-Élysées en 2023 ou même l'année dernière des Cavendish, des Groenewegen. Donc, on sait jamais, il peut toujours y avoir un invité surprise. Oui, puis j'ai toujours en tête Mike Tennyson en 2019 qui est le premier maillot jaune, alors que il était censé lancer Dylan Groenewegen. Et en première étape du tour, une qui avait été une surprise, c'est Alexander Kristoff en 2020 à Nice, qu'on ne voyait pas forcément. Bon, c'était une étape assez particulière, hein, je crois que c'est celle où il y a la chute. Oui, la grosse chute sous la flamme rouge. Oui. Mais ça avait été quand même une semi-surprise, Kristoff, à ce moment-là. Ouais, on peut s'attendre à beaucoup de choses. Tant qu'à faire, je vais dire Jasper Philipsen comme ça on cite les 3, mais c'est pas forcément Jasper Philipsen que j'attendrais le plus sur ce genre de sprint un peu plat. J'aurais tendance à la limite, vu les parcours des étapes qui sont plutôt pour sprinters qu'on a sur ce Tour de France, j'aurais tendance à mettre un léger bémol à Jasper Philipsen personnellement par rapport à Tim Merlier et Jonathan Milan, dans la mesure où les étapes de sprint sont à peu près toutes les mêmes dans la mesure où il n'y a pas vraiment de difficulté. Mais pour le coup, Philipsen qui gagne sur les Champs-Élysées, ça peut être par contre beaucoup plus probable. Bref, il peut encore se passer beaucoup de choses. Et vu qu'on est à parler des sprinters, un petit mot sur le maillot vert, qui sacre pas forcément toujours le meilleur sprinter, hein, c'est plutôt le vainqueur du classement par points que le meilleur sprinter. Il faut bien faire cette distinction-là. Ça serait quoi votre pronostic pour remporter ce maillot vert, ce classement de la montagne? Louis, tiens, pour commencer. Alors, classement par points. Classement par points, oui, en effet. Tu fais bien de me corriger. Ça sera peut-être pour plus tard, le classement de la montagne. Et je suis pas sûr que t'aies le même pronostic. Ouais, c'est ça, c'est clair, ça sera clairement pas le même pronostic. Non, mon favori pour le maillot vert, c'est Jasper Philipsen. Parce qu'il a déjà remporté ce classement-là, qu'il a une équipe entièrement dédiée à lui, donc c'est quand même particulièrement utile pour aller défendre ou aller chercher les points qui nous manquent sur un classement par points, parce que il passe bien les 3 semaines, et que je le vois prendre, pas forcément gagner le plus de sprints parmi les sprinters, mais d'être le plus régulier dans le top 5, et donc de prendre des points un peu partout, et celui qui passera peut-être le mieux la montagne par rapport aux 2 autres favoris qu'on pourrait citer, Milan et Merlier. Ok. Hugo, ça serait quoi toi ton pronostic pour le maillot vert? Bah moi, je vais pas mettre un sprinter, je vais mettre Tadej Pogačar. Mais j'ai ça parce que voilà, on a dit il y a les 5 étapes pour les sprinters. Mais si on regarde au niveau des points décernés, ben, on a des étapes comme Boulogne, comme Rouen, comme Mur de Bretagne ou comme Toulouse, qui conviennent très bien à Pogačar et qui rapportent autant de points. Donc en plus d'éventuels points sur le chrono en montagne, etc. Et comme je pense qu'il y aura pas un sprinter qui écrasera les étapes de sprint, je pense que Pogačar il peut tirer un peu son épingle du jeu comme ça en limitant bien la casse avec ses étapes accidentées et en prenant un peu plus en montagne pour faire la différence. Ok, donc tu vois un Pogačar encore plus cannibalesque que d'habitude. Bah, en fait, je pense qu'il aimerait bien gagner le maillot vert un jour, et là on a un parcours qui s'y prête quand même assez bien pour lui. Oui, avec le parcours et le barème aussi, comme tu l'évoquais. C'est ça. Il y a une occasion qui se répétera peut-être pas pour lui d'avoir le maillot vert comme ça, quoi. C'est plus dans ce sens-là aussi.
Oui, après, pour le barème, si vous le souhaitez, on a le détail du barème dans la super présentation qu'on a sur le forum du groupe Eto par Friton, avec en effet ces étapes qui sont qualifiées de sans difficulté particulière, et qui concernent justement par exemple aussi bien l'étape de Lille que l'étape de Boulogne, l'étape de Rouen, même l'étape de Carcassonne, attribuée également 50 points pour le vainqueur au classement par points. Donc ça peut être un élément à prendre en compte dans ce pronostic, justement. Et pour donner mon pronostic également, j'irai sur un Jonathan Milan, qui sait gagner un classement par points, même si c'était sur le Giro, lui. Il va découvrir le Tour de France, mais je l'imagine suffisamment bien polyvalent, et en même temps suffisamment bien épaulé dans son équipe pour aller chercher ce maillot vert, en me disant qu'il a peut-être un avantage sur Philipsen sur les sprints plats, et que peut-être Philipsen pourrait perdre un petit peu d'appui de son équipe au profit de Mathieu Van Der Poel sur les étapes un petit peu plus accidentées. Mais ça, il faudra voir comment, du côté d'Alpecin de Collin, que la répartition se fera également. Après les sprinters, on va évoquer quand même nos coureurs français avant de terminer ce podcast. Alors on enregistre, on n'a pas la composition complète de toutes les équipes, mais on a quand même pas mal de coureurs français qui sont annoncés au départ. Il me semble à l'heure actuelle, je vais vérifier, 36 coureurs, ça devrait être ça, à moins qu'un Axel Laurence ou Alex Baudin soit ajouté aux compositions chez Ineos ou IF Education Easy Post. En tout cas, pour les coureurs français qui sont au départ de ce Tour de France, je vais pas tous les citer, 36 ça fait beaucoup, ça risquerait de faire une énumération un petit peu longue, mais vous pourrez les retrouver facilement sur les listes de départ ou dans la présentation sur le forum par notre super ami Friton. Qu'est-ce qu'on peut attendre déjà donc sur ce Tour de France pour nos coureurs français qui seront, j'ai dit, on en a au moins 36 en attendant d'avoir les compositions complètes. Il y en aura un petit peu plus donc que les années précédentes de mémoire. Qu'est-ce qu'on peut attendre donc de nos coureurs français sur ce Tour de France 2025 ? Moi, je pense qu'il faudra saisir toutes les opportunités possibles qui s'ouvriront sur des étapes ouvertes. Parce que pourquoi ? On n'a pas de grands grimpeurs capables de battre Pogačar, Vingegaard à la pédale. On n'a pas de super sprinteurs parmi les 4-5 meilleurs sprinteurs de ce tour. Au niveau du chrono, ça sera pas pour nous, visiblement. Donc vraiment, les étapes accidentées, voire de moyenne montagne, parce qu'on a des profils qui sont capables de s'illustrer dans une échappée. Je pense à Lenny Martinez, on l'a vu sur le Dauphiné. Pourquoi pas aller sur du pareil peintre, tronchon, des mecs qui sont capables d'avoir un niveau costaud. Kevin Vauquelin, évidemment, qui sort d'un gros Tour de Suisse. Romain Grégoire, podium au championnat de France, également vainqueur sur le Tour de Suisse. On a des coureurs talentueux qui sont peut-être pas capables de gagner à la pédale, mais dans un groupe d'échappés en baroudeur, un peu façon Federico Casar, Vauclair de la bonne époque. Il y a des opportunités à aller chercher et il faudra vraiment pas se priver pour s'illustrer. Hugo, est-ce que toi aussi c'est surtout sur les étapes vallonnées ou les étapes pour baroudeur que tu attends les coureurs français ? Bah, c'est ça, j'allais dire, c'est sur le Dauphiné, on avait une étape où il y avait des Français qui devaient faire 6, 7, 8, 9, 10, 11, quelque chose dans ce genre-là. À peu près toutes les étapes, mais... mais sur les étapes de sprint, je pense on risque d'avoir un peu des choses comme ça avec les Pénoët, les Coquard, les Démarre, etc., que je vois, Janière aussi pour Total, par exemple, qui peuvent avoir une régularité, mais qui a priori restent un ton en dessous des tout meilleurs. Et effectivement, ça va être sur les étapes accidentées. L'étape du 14 juillet, elle est presque écrite pour un Français. Comme ça, moi, j'ai surtout noté Kevin Vauquelin, on a parlé de Martinez, Champoussin aussi, qui est en bonne condition cette année. Donc ça fait pas mal de coureurs. Est-ce que, justement, moi je m'étais noté, notamment Romain Grégoire, est-ce que ça peut être lui la meilleure chance de victoire française sur ce Tour de France ? J'allais dire, à la pédale, peut-être. Après, les échappées, c'est toujours particulier. Au fond, meilleure chance de victoire en termes de talent intrinsèque, j'ai peur que ça soit Lenny Martinez. Enfin, j'ai peur. façon de parler, mais Oui. on va dire que c'est parce qu'il n'est pas dans une équipe française, on pourrait dire ça. Mais ouais, Romain, pourquoi pas.
Bastien Champoussin, Vauclin. Vauclin est quand même à un niveau très très bon en ce moment, donc quand même, on n'est pas à l'abri qu'un Valentin Paré-Peintre soit très très fort, soit un très bon jour en montagne, profite d'une échappée qui est laissée filer par les grosses équipes. Donc après pour les sprints, je pense qu'on est un peu sur la vibe des années, enfin du début des années 2010 là où on avait un Romain Feihu, je sais pas, un William Bonnet, un Lloyd Mondori qui allait chercher des fonds de top 6 en opportuniste comme ça. Bon, Romain Feihu a quand même fait des podiums, je crois, sur le tour au sprint, mais on est un peu dans cette vibe là, je trouve, au niveau des sprints. Ouais, c'est vrai on n'a pas de top sprinter, on n'a pas non plus de top grimpeur. À la limite, même je regardais un petit peu les espérances qu'on peut avoir pour le classement général. Est-ce que Guillaume Martin Guillonnet sera pas le seul Français à viser le général sur ce Tour de France? Alors, au départ de l'épreuve, je pense que c'est le seul, avec peut-être Clément Champoussin, qui pourrait se dire, allez, si je me mets un objectif chiffré de classement général, allez, ce serait top 10, top 15. Euh, Après, ce qui risque de se passer pour des profils comme celui de Guillaume Martin Guillonnet, c'est que il puisse prendre un tir à un moment donné, je sais pas, autour du 10e jour de course. Ou peut-être parfois même dès la première semaine, il se retrouve loin parce qu'il se sera fait piéger ou il aura perdu du temps sur le chrono, etc., qu'il se retrouve un peu éloigné, et que rapidement, il profite d'échapper dans les Pyrénées, dans le Massif central et du coup dans les Alpes pour remonter au classement général progressivement et aller chercher une place entre 10 et 15. Ouais, donc tu es en train de me hyper un petit peu pour un scénario où Guillaume Martin Guillonnet perd 4 minutes sur le chrono et il va aller chercher le maillot jaune en échappée au Mont d'Or. Là, t'es en train de me hyper, là, Louis. Ça me ferait très très plaisir. Après, pour que ça arrive, il faut tellement de circonstances qui soient favorables. Mais en soi, ça me ferait tellement plaisir que j'ai envie de te suivre sur l'idée. Ah bah allez, on est partant. Hugo, par rapport au classement général, est-ce que tu es d'accord aussi sur le fait que sur le papier, il y a que Guillaume Martin Guillonnet qui devrait le viser ou viser une bonne place au général? Oui, comme on sait que Martinez et a priori Champoussin aussi seront plutôt sur les étapes, Valentin Paré-Peintre plutôt équipier, a priori je vois pas trop d'autres coureurs qui pourraient avoir j'ai un objectif intéressant parce que bien pour ceux qui découvrent, qui vont se dire bon bah l'objectif c'est de finir, éventuellement de finir dans les points UCI, etc. Mais c'est pas vraiment très important. Hein. Est-ce que c'est Ah, pas tu fais- dommage Je un pense peu ça, que- le fait qu'on ait au- sur le papier au départ du tour un seul Français qui se dise je vais essayer de viser top 10 du général? Bah voilà, j'allais dire, il y a d'une part des stratégies d'équipe que Martinez il pourrait se mettre à cet objectif aussi, mais c'est pas ce qui a été choisi chez Bahreïn. Après, il y a l'absence de David Gaudu aussi qui est forcément à prendre en compte. Mais c'est vrai que là, on tourne assez visiblement la page des Pinot Bardet. Là, c'est assez cru. Ouais, on est peut-être encore dans l'entre-deux générations avec la génération des Martinez, peut-être Vauclin, et puis Sexas qui arrive aussi, qui vont dans les saisons à venir jouer les classements généraux, mais pas encore pour l'instant. Ouais, À moins d'un coup comme Vauclair 2011, justement. Mais Oui, on peut avoir des surprises. Louis, tu voulais ajouter quelque chose, il me semble? de rien, il y a un nom qu'on cite pas dans les coureurs français et qui reste du coup parmi la liste des engagés, le dernier français à avoir fait un gros classement général. C'est Julien Alaphilippe. Alors, pour le classement général, évidemment, C'est vrai. on y croit. Je pense qu'on n'y croit pas. Maintenant, est-ce que Julien est pas capable, avec le niveau qu'il a pu montrer, notamment sur le Tour de Suisse où il a terminé 5e, on sait qu'il est en forme, il a changé d'air cet hiver. Est-ce que c'est pas lui finalement la meilleure carte de victoire d'étape côté français, notamment à la pédale sur une étape de première semaine où on sait des arrivées très punchy ou qui pourraient lui convenir? C'est peut-être bien cette année, pas la rédemption de Julien, mais le retour en grande pompe sur le tour. On sait que c'est un truc un peu français aussi Mm. d'avoir eu des grands coups d'éclat sur le tour, d'avoir peut-être des années un peu plus compliquées, et puis de revenir et de ressortir une victoire dont on a le secret. Et je sais pas, je le sens bien cette année, le Julien, donc à voir. Ah bah allez, on va prendre ton optimisme, Louis. Bon, en tout cas, de manière globale, vous êtes quand même
plutôt optimiste quand même pour les Français en se disant, certes, ça va pas vraiment viser le général, mais il y aura suffisamment de quoi faire dans les échappées, dans les étapes vallonnées, et puis et pourquoi pas encore autre chose. Donc il y aura quand même suffisamment de quoi faire pour les Français sur ce Tour de France. Et puis je rajouterai, pour le citer comme ça un petit peu, sur les coureurs, enfin les équipes françaises, les coureurs qui sont non français. Du côté d'Arkea, on a peut-être un Christian Rodriguez qui partira peut-être dans des échappées. Chez Cofidis, un Alex Aranburu qui pourrait être intéressant, notamment du côté de la première semaine. Chez Groupama FDJ, on a Lewis Heskey qui est le seul non français. Qui pourquoi pas pourrait jouer quelque chose même si toute l'équipe Groupama FDJ aura de bonnes cartes à jouer sur la première semaine globalement. J'ajoute également Steph Kras qui visera la montagne du côté de l'équipe Total Energy, et chez Decathlon H2R on n'oublie pas Félix Gall qui visera le classement général. Avec tout ça, on va arriver tranquillement à la fin de ce podcast, et avant de se quitter, on va faire un petit prono bonus pour terminer, avec déjà première question, vu qu'on parlait juste avant des coureurs français, eh bien combien d'étapes vont être remportées par les coureurs français? Comme ça, juste je prends la réponse, si vous avez envie de vous lancer sur un coureur, une étape, allez-y. Hugo, combien d'étapes seront remportées par des coureurs français sur ce Tour de France? Je vais dire 2, et j'ai très envie de croire à Kevin Vauquelin sur l'étape du Mont d'Or. Ah, on va voir ça. Si c'est une étape qui est promise aux échappées, Kevin Vauquelin, il a gagné en échappée l'année dernière à Bologne, et il a montré qu'il était très costaud au Tour de Suisse, donc pourquoi pas. Louis? Moi, je vais partir sur 2 victoires d'étape. Alors, il y aura Lenny Martinez en montagne, ça sera à Super Bagnères. Allez, Et, on prend. et la deuxième, c'est celle du cœur, c'est Romain Grégoire, et ça sera à Rouen. Oh, Romain Grégoire à Rouen. Eh ben, très bien, on note. Bon, on espère qu'il y aura des pronos juste là-dedans. Bon, je m'étais noté une victoire d'étape. J'étais peut-être un peu pessimiste par rapport à vous. Mais dans ma tête, de me dire peut-être un Romain Grégoire à Vire ou Aurélien Paré-Peintre à Pontarlier. Peut y avoir quelque chose à jouer. En parlant de... Bastien Tronchon à Pontarlier. Je sais pas, Bastien Tronchon. Bastien Tronchon aussi, ouais. Intéressant. De toute façon, il y a beaucoup de coureurs français qui peuvent jouer ces étapes-là. En parlant de victoire d'étape, combien d'étapes va remporter Tadej Pogačar? Louis? L'année dernière, il en gagne 7, c'est ça? 6. 6 l'année dernière. Eh ben, je vais dire 5, parce qu'il en laissera une dans le lot à Almeida. Allez. Hugo? Moi, je vais dire 7, donc toujours dans l'optique que j'évoquais tout à l'heure du maillot vert, mais on a entre guillemets l'impression qu'il veut aussi régler ses comptes avec les montées qui l'ont mis en difficulté, comme on a vu à Combloux sur le Dauphiné. Et pour ça, il y a le choix cette année. Il y a Otakam où il s'est fait lâcher même par Van Aert en 2022. Il y a le Ventoux où il avait été lâché par Vingegaard en 2021 avant de revenir dans la descente. Il y a le col de la Loze évidemment. Je pense qu'il a plusieurs étapes qu'il a cochées, et même pourquoi pas, histoire de ramener un peu de la légende du Tour, d'être le maillot jaune qui attaque pour aller gagner sur les champs pour la première fois depuis un moment. Ça collerait bien au personnage, je pense. Ah, puis on a vu que Tadej Pogačar, il n'hésite pas à attaquer sur les champs, parce que 2023, il avait pas le maillot jaune, mais il avait attaqué quand même sur le circuit des champs. Et bon, je m'étais noté moi 5 victoires d'étape, mais pour qu'on soit tous différents, je vais monter à 6, comme ça, pour me dire qu'il va être aussi glouton que l'année dernière. On verra ce qu'il en sera. Qui sera le maillot à pois, le vainqueur du classement de la montagne? Cette fois, j'ai bien donné le bon nom de classement, qui remportera donc le maillot à pois pour le 50e anniversaire d'ailleurs de ce maillot à pois. Hugo? Je vais rester sur Pogačar pour changer. Ah oui, donc vraiment la grande razzia complète. C'est aussi ce qu'on disait sur le parcours. Il y a beaucoup de points, ne serait-ce que sur le col de la Loze qui est doublé, il me semble. Tout à fait. Les points au col de la Loze sont doublés, donc ce qui fait qu'il y aura 40 points pour le vainqueur au col de la Loze, 20 points au passage au hors catégorie, 10 points en première catégorie, etc. Donc
si en effet Pogacar gagne au sommet du col de la Loze, il pourrait prendre une bonne option. C'est ça, s'il gagne la Lose, Otakam, le chrono de Peyragudes, ça fait déjà un bon petit matelas. C'est vrai, c'est vrai. Louis, quel serait ton pronostic pour le maillot à pois? Bah, moi, je vais sortir je pense que ce que j'appelle une grosse cote quand même. C'est Oscar Only de chez Picnic Postennel. Parce qu'il fait une grosse saison quand même. Il a beaucoup progressé, notamment cette saison. Il a montré qu'il était très en forme sur le Tour de Suisse où il termine 3e du général. Il a fait son premier tour l'année dernière. Il est jeune, il a que 22 ans et genre il a les qualités, si on veut, d'un mec qui va aller chercher le maillot à pois parce que c'est un bon grimpeur, un peu puncher avec une bonne pointe de vitesse, donc idéal pour aller chercher des points. Et puis il est fort, mais il n'a pas l'assurance de quelqu'un qui va jouer, qui va s'obstiner à faire le général. Alors peut-être qu'en se prenant au jeu, en passant bien la première semaine, il va plutôt rester là-dessus. Mais c'est typiquement le genre de profil de coureur que je vois bien, en poids, un peu à l'image d'un Ciccone. Ça ressemble un peu à un profil Ciccone, donc ouais, Oscar Only, ça sera mon prono pour le maillot à pois. Ok, c'est noté. Jeune coureur, moi je m'étais noté aussi un jeune, mais français, lui, Lenny Martinez. Je me dis, vu qu'il part pour viser les étapes, il pourrait avoir la bonne idée d'essayer de viser le maillot à pois, pour faire comme son grand-père Mariano qu'il avait remporté en 1978. Il serait un très bon candidat pour le maillot à pois, correspondrait bien, notamment vu ce qu'on a vu sur la dernière étape du Dauphiné. Je suis d'accord et ça peut vraiment être un beau duel avec Only typiquement. Ah oui. Lenny, pour le coup, il y a quand même une petite incertitude sur comment il va gérer 3 semaines. Il a fait que 2 grands tours et là, sur la Vuelta où il était là en découverte à l'époque où il était chez Groupama FDJ, il y a eu des journées un peu moins bien où on sentait au fil des jours que la fatigue ça de plus en plus. Bon après voilà, il était encore plus jeune, il avait que 20 ans et l'année dernière sous le Tour, il était complètement cramé et donc on ne sait pas trop, est-ce que Lenny, au bout de 15 jours, il sera peut-être plus en difficulté, donc c'est plus compliqué pour aller chercher le maillot sur la dernière semaine. Voilà, bon. Après, c'est un peu les mêmes inconnus que pour Oscar Only, finalement. Oui, voilà. Mais voilà, si on devait... je pense que Lenny sera un des coureurs les plus cités dans les pronos pour le maillot à pois, mais c'est pas une certitude non plus. C'est peut-être un peu moins une grosse cote que Oscar Only, mais j'avais envie de le citer quand même, Lenny Martinez. Et pour finir, dernière petite question... Pour finir, un coureur à suivre dont on n'a pas forcément parlé depuis le début de ce podcast. Hugo? Là, ça va être un peu un choix du cœur. C'est le principe. Merci. C'est celui qui va faire le même Tour de France que Guillaume Martin à peu près, c'est-à-dire perdre un peu de temps, aller dans les étapes mais en gagner aucune pour finir par faire top 15. Pour moi, c'est Emmanuel Bourman de Cofidis. Ok, donc tu crois un tour intéressant pour la Cofidis pour perpétuer la tradition que Guillaume Martin a instauré chez Cofidis. Maintenant qu'il est parti chez Groupama FDJ, l'Allemand pourrait prendre le relais peut-être, on verra. Louis? Alors, je vais sortir la carte franchouillard avec un coureur qu'on n'a pas du tout cité et qui est dans une très grande forme, qui est pas dans une équipe française, c'est Louis Barré, qui va découvrir le Tour de France. Et lui, en fait, je suis curieux. Typiquement, on parlait des échappées et tout, des étapes ouvertes. Je l'ai pas cité dans mes pronos, mais c'est quand même un gars, tu sais, c'est le gars que tout le monde connaît de nom, mais dont tu te méfies pas en premier. Et c'est comme ça aussi que tu peux te créer des opportunités de victoire. Donc, si je devais sortir un nom comme ça, Louis Barré. Après, si je devais aller dans un coureur non français, je dirais Michael Storer, parce que ce gars est imprévisible. Et ça se trouve, ce gars sera peut-être dans les 6 meilleurs grimpeurs du tour. Et en fait, ou comme il peut être le gars qui va jouer entre 10 et 15. Ou parfois être complètement à l'ouest. C'est un peu particulier. Il peut faire beaucoup de choses en effet. Et en tout cas, t'as eu la magnifique idée de me prendre 2 noms que je m'étais cités de côté, à savoir Oscar Only et puis Louis Barré. Très bien, heureusement que je m'étais noté un 3e nom de côté. Envie de voir ce que va donner Thibaut Nice pour son premier grand tour. Pas forcément d'attente particulière, mais ça peut être un coureur intéressant, notamment sur la première semaine. Il y a juste un nom qu'on n'a pas cité de ce podcast. Vas-y. Il n'y en a pas qu'un seul, je pense. Oui, il n'y en a pas qu'un seul, ça oui. Mais celui, on pourrait se dire, ah ouais, je ne veux quand même pas citer, alors que ça paraîtrait une évidence. C'est quand même le 5e du dernier Dauphiné, c'est Tobias Johannessen, qui peut être la révélation de ce tour au grand public. Ah oui. Il faudra le suivre en effet, que ce soit pour le général ou pour des échappées en montagne. Ça peut être un coureur intéressant, le Norvégien Dunoix, ancien vainqueur du Tour de l'Avenir.
Et bien voilà, avec tout ça, on va arriver à la fin de ce podcast de présentation du Tour de France. Merci beaucoup Hugo et Louis de m'avoir accompagné pour se pencher sur ce que peut nous offrir la grande boucle qui s'élancera donc samedi de Lille. On sera parti pour 3 semaines grandioses. Et si vous voulez en savoir plus, bien évidemment, vous avez la super présentation très détaillée, plein d'infos, tout ça, par notre ami Friton sur le forum du groupe Eto. Je vous mettrai le lien, bien évidemment. Du côté nous de Chasse Patate, on se retrouvera d'ici 2 semaines à peu près pour un premier live lors de la première journée de repos, donc après la première semaine de ce Tour de France. Et en attendant le prochain Chasse Patate, eh bien vous pouvez nous retrouver sur le site et le forum du groupe Eto, legroupeeto.fr, ainsi que sur nos différents réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, Blue Sky et Threads, sur lesquels on vous fera vivre le Tour de France, ne vous en faites pas. N'hésitez pas à commenter, liker et partager ce podcast. Merci beaucoup, vive le Tour, et à bientôt dans Chasse Patate!